Bonsoir et bienvenue dans Ambition présidentielle sur rmiinfo.com. En cette période de pré-campagne pour la présidentielle 2024, nous sommes en Nouakchott à la rencontre des candidats qui vont nous exprimer leur programme, leur vision, leurs ambitions présidentielles. Bienvenue sur rmiinfo.com. 29 juin 2024, les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Après 5 ans à la tête du pays, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a annoncé le 24 avril 2024 sa candidature à sa propre succession. Face à lui, une dizaine de candidats sont d'ores et déjà déclarés. Cependant, les défis restent nombreux en Mauritanie. La lutte contre la pauvreté endémique, le chômage, l'immigration, la corruption et ses dégâts, la réalisation des services sociaux, la construction des infrastructures solides sont autant de problèmes auxquels devrait s'attaquer le futur nouveau président. Sans oublier la bonne gestion, notamment des perspectives gazières, l'exploitation de l'agriculture ou encore le tourisme. Biram Daabed était arrivé deuxième à la présidentielle 2019 avec plus de 18% des voix. Il s'était fait notamment connaître en Mauritanie et à l'extérieur du pays par sa lutte contre l'esclavage. L'esclavage, même quand il s'estompe ou disparaît comme institution, continue à produire sur le temps étiré l'inégalité. C'est la troisième fois qu'il se présente à une élection présidentielle. Il nous présente ce soir son ambition présidentielle. Ambition présidentielle de Biram Daabed. Nous sommes avec Biram Daabed. Bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à nos questions. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle du 29 juin 2024. Avant d'entrer dans votre programme, on se demande sous quelle bannière vous allez vous présenter, vu que le parti RAG n'est pas encore aujourd'hui reconnu. Je me présente comme d'habitude comme candidat indépendant, mais je me présente sous la bannière de l'opposition anti-système. L'opposition anti-système, ce sont tous ces partis, ces formations politiques, ces courants politiques, ces mouvements politiques, ces associations de la société civile, ces corporations de victimes de la mauvaise gouvernance économique, la mauvaise gouvernance politique, la mauvaise gouvernance droits de l'homiste, la mauvaise gouvernance écologique, qui tape à la porte du mouvement IRA, de l'ONG IRA, chaque jour et partout sur le territoire national pour demander de l'aide à faire entendre leur voix et à faire stopper l'érosion de leurs droits. Okay. Quand vous dites candidat anti-système, pour vous, c'est quoi le système et surtout comment le vaincre? Le système, c'est ce conglomérat d'hommes d'affaires, de chefs de tribu, d'officiers supérieurs accros de la politique et de la dilapidation des deniers publics. C'est tous ces chagrins qui gangrènent l'administration politique, administrative, économique, culturelle et même religieuse de notre pays. Une administration tournée vers l'exploitation par la corruption, par la contrefaçon, par le contournement de la loi, par l'instrumentalisation du pouvoir et qui tient le pays, cette minorité de privilégiés qui depuis 1978 sont là et font perdurer leur pouvoir sans partage et sans merci et contre le bien-être des populations.
Quand vous dites depuis 1978, vous faites référence aux militaires? Aux militaires et aux civils qui les ont accompagnés, qui ne sont pas en reste, qui constituent tous ces pelotons de laudateurs, tous ces pelotons d'applaudisseurs et tous ces pelotons de diplomates, d'administrateurs, d'hommes politiques, de cadres dans la fonction publique et qui sont là pour alimenter et perpétuer le système de prédation de l'État qui a fait que l'État mauritanien est en déliquescence, avec notamment l'emprise des faux diplômes, des faux médicaments, des fausses compétences, des fausses élections, des faux marchés et des faux projets et de faux chiffres de développement. Clairement. Alors, Monsieur Biram Diabel, vous nous avez dressé un tableau de choses fausses. Vous avez utilisé le faux. Vous, si vous êtes élu en 2024, que ferez-vous de vrai? Quelle sera votre première décision? Je vais lessiver d'abord l'administration publique. Tout secteur confondu, des faux diplômes, des fausses compétences. Je vais faire l'audit de l'État mauritanien de 1978 jusqu'à nos jours. Je vais faire rehausser les salaires dans le secteur public et le secteur privé. Je vais surtout prêter une attention particulière aux salaires des démunis, les moins gradés des forces armées et de sécurité, et surtout les enseignants, les médecins. Je vais faire revivre les gardes forestiers. Je vais faire revivre et remettre en place un dispositif de protection de la faune, de la flore, de l'écologie. Je vais stopper la déforestation. Je vais aussi faire ouvrir un chantier de révision du système sanitaire, du système de l'enseignement, du système bancaire, qui est un système de blanchiment ici chez nous, d'argent qui n'a pas de traçage et qui fait, qui est le vivier des arrivistes et des gens qui utilisent la contrefaçon, la fraude, la prébende, et même il y a des accusations même de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Tout ça, c'est incrusté dans notre administration. Et je vais réconcilier les Mauritaniens. Il y a des plaies béantes qui divisent, entachées de sang, et qui divisent les Mauritaniens. Il y a les grandes questions de l'esclavage et de ce que les gens appellent le passif humanitaire, qui est une épuration ethnique. Tout ceci n'a pas été réparé. Il y a aussi les génocides des langues. Il y a aussi, il faut redresser le tort qui a été fait aux langues et aux cultures en Mauritanie. Le tort qui a été fait sciemment aux ethnies mauritaniennes, aux factions mauritaniennes d'ascendance subsaharienne, qui sont là en Mauritanie et qui sont parfois épiés du regard des gouvernants comme étant des gens potentiellement étrangers. Il faut réconcilier la Mauritanie avec... Il faut avoir une justice, le chantier de la justice. Que de chantier. Que de chantier. C'est une justice monocolore, monolingue. C'est une justice basée sur un personnel
issus des écoles traditionnelles de la charia de chez nous, qui est une charia inégalitaire, qui est une charia obscurantiste. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais quid des personnes qui sont les premières à croire en vous, en tout cas les personnes qui ont vu en vous un justicier, qui ont réclamé la justice parce qu'ils sont d'ascendance, comme vous dites, subsaharienne africaine, qu'ils étaient anciennement réduits à l'esclavage. Quid de ce chantier-là, quid de la justice pour ces personnes qui veulent se relever du joug d'un système voilà, qu'ils ne veulent plus? Je suis le porte-parole de ces gens et ça s'est reflété dans le Parlement. Qui au Parlement pose le problème de ces personnes que vous venez de décrire? Ces personnes victimes de chosification, ces personnes victimes de déshumanisation, ces personnes privées des moindres grains de dignité. Mais je suis aussi le porte-parole des gens, des peuples autochtones de la Mauritanie, libres depuis toujours. Quand vous dites peuple autochtone, vous pensez à... Les peuples africains qui ne sont pas issus de l'Orient lointain, qui ne sont pas descendants de l'Orient lointain, comme mes compatriotes, mes frères arabo-berbères. Il y a ici des Soninké, il y a des Wolofs, il y a des Polars, mais il y a aussi des Bambara. Et il y a aussi des Berbères qu'on ne cite jamais. Je les cite volontiers et je pense qu'ils ont aussi un droit de regard, un droit de citer. Et il doit encore exister. Mais aussi, je vous dis que je suis le porte-parole de la communauté arabe. Justement, quand vous dites les peuples autochtones, ce n'est pas offensant pour les Arabes de la Mauritanie? Mais en quoi c'est offensant quand toi tu es descendant de l'imam Ali ibn Abi Talib, ou descendant du prophète, ou descendant d'Abu Bakr as-Siddiq, ou descendant de l'Ansar qui à Yathrib, qui a été dénommé Médine, ont accueilli le prophète pour le défendre, pour qu'il puisse imposer son message en Arabie. En quoi ça vous offense s'il y a des gens qui ne sont pas descendants de l'Arabie, des peuples arabes d'Arabie qui sont descendants d'Africains ici sur le continent noir? Ce n'est pas offensant, mais nous sommes un peuple multiculturel, multiethnique. Ça représente pour nous une richesse. Pour dire que cette communauté arabe qui est là, qui est considérée comme une communauté privilégiée, ce qui est privilégié, ce sont les gens qui, au nom de la communauté arabe, dominent le pays et le pillent depuis 1978. Et ils essayent de se barricader derrière l'élément arabe, derrière la communauté arabe, pour dire que ceux qui combattent leur système, et ils essaient de déplacer le débat pour dire Biram combat les Arabes, combat les Maures, combat les tribus Maures. C'est pour mobiliser de manière fine, sournoise, pernicieuse, la communauté arabe de leur côté, contre nous. Alors que nous, on n'a rien contre la communauté arabe. On a une dent, on a un combat contre le système dominé par des Arabes, mais dans lequel il y a de laborieuses participations, de laborieuses connivences parmi les Haratim même, parmi les esclaves, mais parmi aussi les Polars, les Soninké et les Wolofs, toutes strates confondues, parmi eux des cadres qui sont là-bas, dans le système. Donc, mais les Arabes, les Maures, ont commencé à comprendre que le vrai ennemi, c'est pas Biram, que c'est le système. Parce qu'ils ont été appauvris, ils n'ont pas pu disposer de justice, de système sanitaire, de système éducationnel. Ils n'ont pas pu disposer de l'eau potable dans leur ville, dans leur village. Ils n'ont pas pu disposer d'une équité dans le recrutement, dans les nominations, dans l'octroi des marchés, dans la redistribution des richesses. Et ce sont même les Maures qui émigrent, qui quittent le pays, qui les vident, leur jeunesse pour aller aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe,
pour chercher à vivre, pour chercher de l'espoir. Ces gens, je les défends. Je dois les défendre. Ce sont mes compatriotes. Je les défends au même titre que les Haratin et les autres Noirs autochtones. Entendu, Monsieur Biram Daabed, on va parler de politique maintenant de la candidature de l'opposition. Elle semble en tout cas tergiverser, en tout cas sur une candidature unique. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas initié en tout cas une conclave pour qu'il puisse y avoir une candidature unique, soit autour de votre personne ou bien autour d'une autre personnalité ou en tout cas autour d'un programme qui sera porté par une personnalité? Mais les oppositions aguerries, mûres et responsables dans tous les pays du monde, ils savent sur quelle personne se réunir. Parce que les critères sautent aux yeux. On ne peut pas comme le dit l'adage chez nous, montrer au ciel celui qui ne veut pas le voir. Mais quels sont les hommes politiques en Mauritanie? Quels sont les présidentiables en Mauritanie? Je peux concéder que tout cadre doté de raison en Mauritanie, il en existe. Tout homme politique doté de raison en Mauritanie, il en existe, il est présidentiable. Mais qui peut mener une bataille électorale contre le système et la gagner? C'est un présidentiable spécifique, qui a une trajectoire spécifique et qui a des soutiens issus des populations, des soutiens qui sont sous-tendus par une certaine affinité entre le présidentiable et les populations mauritaniennes. Biram s'est engagé dans les droits de l'homme et dans la politique depuis qu'il est à l'école primaire. Et Biram est resté constant dans les idées qu'il développe, dans les positions qu'il déclare, les positions anti-système, les positions qui concernent le vivre ensemble, qui concernent la démocratisation véritable du pays, qui concernent le développement du pays, qui concernent l'intégrité de ceux qui gouvernent, qui concernent l'unité de tous les Mauritaniens. Ce combat n'a pas failli à la règle des dirigeants qui ont fini par changer leur pays. Je n'ai jamais trempé dans le système. Même si les adversaires, en mal d'arguments contre Biram, essayent de formater, de fomenter et essayent de créer, d'inventer un peu partout des choses qui ne collent pas. Et c'est superflu d'y passer, de le relater maintenant. Mais Biram n'a jamais occupé un poste de gestion dans cet État. Biram n'a jamais participé à une entreprise politique du pouvoir. Biram n'a jamais changé de discours. Et c'est pourquoi le système lui-même a démenti ceux qui veulent faire de Biram autre chose pour inventer à Biram des actions, des propos, des engagements qui n'ont jamais existé. C'est le pouvoir qui a déjoué leur plan. Pourquoi et comment? Parce que le pouvoir, lui, depuis que Biram est apparu sur la scène politique, le pouvoir l'a désigné comme l'ennemi à abattre. Je suis l'homme le plus emprisonné. J'ai été 4 fois emprisonné. Même si l'emprisonnement des gens à Walata, les gens des Flammes et les autres nogro-mauritaniens condamnés par Taïa, on n'a jamais atteint ce paroxysme dans l'oppression, dans l'écrasement. Mais
En dehors de ça, je suis la personne avec mon mouvement la plus emprisonnée, le mouvement ERA est le mouvement le plus persécuté, Biram est le leader le plus persécuté, et sa persécution passe de l'ostracisme, l'interdiction, jusqu'à la diabolisation, renouvelée à chaque fois, comme par les temps qui courent, et les emprisonnements successifs, les indexations. Donc, ceci a fait un lien entre les populations et nous, les populations et moi. Et ce qui a fait que de la prison, j'ai gagné un poste de député. C'est qu'aucun homme politique mauritanien, ce dont aucun homme politique mauritanien ne peut bénéficier. Aucun présidentiable parmi les présidentiables actuels est passé. C'est pourquoi j'ai obtenu successivement la deuxième place aux élections présidentielles, malgré la formation de blocs solides autour des autres candidats qui sont mes concurrents. Par exemple, en 2019, le bloc autour de Azouani avec 45 partis, autour de Boubacar avec 25 partis politiques, et pas des moindres, le bloc autour de Khan Hamid Baba avec 12 formations, et pas des moindres, le bloc avec Oulmouloud avec 7 formations, et pas des moindres, et Biram, le candidat Biram, il est avec le peuple l'ami d'eux. Et chacun sait qu'aux élections de 2019, la victoire Azouani n'a pas gagné. Alors, et qu'est-ce qui a gagné? Ce qui a gagné, c'est le deuxième tour. On devait être au deuxième tour, Azouani et moi. Et certainement, et vous dites fatalement, il devait perdre au deuxième tour. Et donc, vous dites qu'il y a eu fraude ou... Bon, non, en 2019, il n'y a pas... La fraude, il y a eu beaucoup de fraude. Et je pense que les 52% proclamés pour Azouani, au moins 30%, c'est issu de la fraude. Quand vous vérifiez les bureaux de vote, les bureaux de la fraude. Voilà. Et le comptage, malgré tout ça, devait nous mettre au deuxième tour. C'est pourquoi le président Aziz et son dauphin Azouani ont décidé de déclarer les résultats, de militariser les rues, militariser les villes, et de faire descendre les chars. Ils ont emprisonné des milliers de Mauritaniens, des sympathisants de Biram, pour imposer leur victoire par la force. Est-ce que vous craignez le même scénario pour 2024? Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Qu'est-ce que vous préparez pour que cela n'arrive pas? C'est au peuple de se préparer. Vous êtes leader. Moi, je me prépare, comme je l'ai toujours fait. Mon rôle se confine à mener le peuple jusqu'à la victoire. Mon rôle se confine à me sacrifier moi personnellement. Je me suis toujours sacrifié. Tout dernièrement, ma montée au créneau contre la fraude des dernières élections législatives a fait que j'ai été arrêté et placé sous le mandat de la loi antiterroriste, placé à la police antiterroriste pendant 48 heures. Parce que j'ai dit la vérité sur les élections fraudées. La vérité vraie, qui choque et qui met en colère. Et j'ai accepté mon sort et j'ai tenu tête au général Moscarou lorsqu'il voulait me faire renier ma déclaration. Je lui ai dit les yeux dans les yeux que je maintiens ma déclaration. Que cette manière de faire les élections, de les gérer, de les voler, de les frauder et d'imposer un parti qui est impopulaire comme le parti INSAF et ses acolytes parmi les partis de la majorité et parmi les partis dits de l'opposition mais qui sont en vérité dans la périphérie de la majorité. Je lui ai dit que ça enlève tout espoir de changement pacifique aux populations et peut les inciter à utiliser la violence. Donc on dirait que le pouvoir, par ces élections, indique, ces élections dernières du 13 mai 2023, indique aux populations le chemin de la guerre. Autrement dit, vous pensez que le pouvoir incite à la violence? Oui, en fraudant les élections, le pouvoir incite à la violence. C'est pourquoi moi je me sacrifie.
Mais je ne sacrifie pas les autres. Mais si les autres veulent se sacrifier, ça, ils vont le faire sans que moi, je ne sois l'incitateur. C'est ça ma position. Vous n'êtes pas le catalyseur de la violence. Je ne suis pas l'incitateur à la violence. Entendu, Biram Dabet, vous vous êtes toujours présenté comme un pacifiste de par votre action. Revenons à la politique. Ne pensez-vous pas que votre rapprochement au début de son règne de Mohamed El Ghazouani vous a porté préjudice aujourd'hui? Ah non? Pas du tout. Ce rapprochement a été bénéfique pour plusieurs raisons. La première raison, quand Biram se rapproche du pouvoir politique en Mauritanie, bien qu'il ait un opposant, c'est pas comme les sombres opposants qui n'ont pas de relais sur le plan international et qui n'ont pas de relais véritable et décisif au sein des populations. Sur le plan international, toutes les chancelleries et les organismes et les organisations internationaux qui supervisent, même de loin, et qui observent la situation politique en Mauritanie et qui sont concernés par l'évolution politique en Mauritanie, la stabilité en Mauritanie, l'évolution de la démocratie en Mauritanie. Ils parlent à Biram. Ça vous a ouvert des portes? Ils parlent, non. Ils parlent à Biram et ils écoutent très bien la position de Biram. Si Biram prend une position, ça doit être une position vérifiée et justifiée parce que Biram a un nom sur le plan international, conforme à la légalité internationale, à l'engagement de la communauté internationale pour les droits de l'homme et pour l'état de droit. Donc, Biram, quand il prend les positions, il va être jugé, ses positions vont être jugées par le peuple et par la communauté internationale. Si quelqu'un vient ici pour appeler à la violence, un sombre et un politique, bon, celui-là, il va appeler à la violence. Mais si Biram appelle à la violence, ça c'est quelque chose qui va être épié et jugé parce qu'il y a un degré de responsabilité, un degré de considération que Biram a atteint, qui doit préserver ses responsables. Je considère que je devais répondre à la main tendue de Ghazouani en 2019. Je ne pouvais pas faire le contraire. La preuve, c'est que tous les gens ont répondu et plus à la main tendue. Mais on ne parle que de Biram. Pourtant, les autres se sont même... Ils se sont même fondus dans Ghazouani et dans son pouvoir. Mais personne ne les en veut. Tous ont répondu positivement. Tous ont participé au fait de l'indépendance à côté de Ghazouani. Au fait des villes anciennes aux côtés de Ghazouani. Moi, je n'ai jamais accepté de participer à une rencontre officielle avec Ghazouani. Parce que ce qui me lie avec Ghazouani, c'est que Mali avec Ghazouani, c'est une discussion pour essayer de, comme les discussions qu'ont fait les hommes politiques qui ont atteint le niveau de Biram. Et j'ai vu maintenant des Mauritaniens qui disent c'est très bien, c'est merveilleux la démocratie sénégalaise. Il y a eu une alternance en 2000, une alternance en 2012, une alternance en 2024, mais qui est l'instigateur de l'alternance en 2012, en 2000, dont les Mauritaniens maintenant se gargarisent, c'est Abdoulaye Wade. Mais avant de l'avoir fait, Abdoulaye a été, Abdoulaye s'est retrouvé dans le même gouvernement que le pouvoir qu'il combat. Dans le même gouvernement. Et qui est aussi la principale
le principal instigateur de l'alternance de 2012 au Sénégal. C'est Macky Sall qui était Premier ministre de Wade, qui était son ministre et qui était son président de l'Assemblée nationale. Mais les Sénégalais, parce que c'est un peuple éveillé, ils n'ont pas jeté Macky Sall comme un chiffon, parce qu'il est devenu membre du pouvoir de Wade. Les Sénégalais, parce que c'est un peuple éveillé, ils n'ont pas jeté Wade comme un chiffon, parce qu'il a été ministre d'Abdou Diouf. Et les Sénégalais n'ont pas jeté Sonko et Diomaye comme des chiffons, parce qu'ils ont accepté de discuter alors qu'ils sont en prison avec Macky Sall pour préparer avec lui les élections et l'alternance. Donc Birame a fait son rôle parce qu'il est responsable des populations qui l'ont investi et il est responsable aussi devant la communauté internationale et sous-régionale qu'il a primé. C'est pourquoi j'ai discuté de manière très normale avec Azouani pour qu'on arrive à asseoir de vraies institutions démocratiques. Et je pouvais réussir s'il n'y a pas les gens qui sont dans l'opposition avec moi, qui ont tiré sur moi à boulet rouge, et les gens qui sont à côté d'Azouani qui s'opposaient à ça. Et c'est pourquoi maintenant l'opposition demande la transparence, demande une bonne CENI, demande le recensement, tout ce qu'elle n'a jamais eu. Et c'était ça que moi j'ai cherché dans mon rapprochement avec Azouani. Obtenir la reconnaissance des partis politiques, obtenir un recensement pour toutes les populations mauritaniennes, à l'intérieur et à l'extérieur, un redécoupage électoral qui permet à tous les Mauritaniens d'être recensés et de voter partout où ils sont, une série indépendante, un conseil constitutionnel indépendant, et voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que vous l'avez eu? Bon, je ne l'ai pas eu pour deux raisons. Ouais. La première raison, personne parmi l'opposition n'a voulu accompagner ça. Ils ont voulu avoir leur propre entrée souterraine et secrète avec Azouani. Et l'entrée par la grande porte, par la transparence que Birame a fait, parce qu'il parle ouvertement avec Azouani, il dit son point de vue dans ce que Azouani a dit et dans ce que Birame a dit. Après chaque entrevue avec Azouani, il ne fait rien en secret, il ne demande rien pour Birame. Mais moi, j'ai demandé tout publiquement et pour tous les Mauritaniens. Et les autres voulaient ce qu'ils font, voulaient le faire en catimini et dans le secret. Et aussi, l'état-major de Azouani était inquiet parce qu'il savait que si moi j'avais obtenu pour l'opposition ce que je voulais de Azouani et ce que Azouani a promis, ça va sonner le glas du système et ça va amener l'alternance. Ça va être comme le code électoral que Abdoulaye Wade a obtenu de Abdou Diouf et du Parti Socialiste en 88-93. Birame Thabit, vous êtes accusé de diffamation par Mohamed Boulmoudoud. Est-ce que vous pensez que ce dossier pourrait être un obstacle pour vous pour la présidentielle 2024? Tout peut être un obstacle pour moi si le pouvoir déduit de l'évolution des choses que Birame va les battre, qui n'auront pas un appui de sauvetage comme en 2019. S'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'autres procédés comme le procédé de 2019, des procédés qui peuvent leur permettre de gagner par la fraude ou par les coups d'État électoraux, s'ils trouvent que seul passer par Oulmouloud, c'est ce qui va les permettre de se débarrasser de Birame, ils vont le faire. Mais je ne suis pas convaincu que tout le système est d'accord sur cette approche d'utiliser Oulmouloud, mais quand même, au moins, ceux qui ont décidé d'utiliser Oulmouloud pour
empêcher Biram. On sait que Boulmouloud est utilisé aujourd'hui. Oui, Boulmouloud et son acolyte, le Gourmou, et peut-être certains de leurs cadres, je ne les connais pas, mais je connais que ces deux, je les ai entendus parler. Et chacun le sait, ils sont utilisés par la faction obscurantiste du système qui considère que Biram est extrêmement dangereux, qu'il faut éliminer Biram et faire un partenariat avec les autres partis d'opposition et que ces partis d'opposition vont constituer pour le pouvoir vraiment un faire-valoir et vont vraiment aussi permettre au pouvoir de se débarrasser d'un opposant encombrant et déterminé. Biram Dabed, est-ce que vous pensez que les élections présidentielles 2024 seront transparentes et que vous y prenez part? Jusqu'à preuve du contraire, rien n'augure de la transparence de ces élections. Parce que le président de la CENI lui-même a dit lui-même que la CENI, il y avait des gens qui vendaient des voix dans la CENI, qui ont découvert ce système vraiment de prédation des voix. Et vous, en tant que député, vous n'avez pas l'intention de mettre en place une commission d'enquête pour enquêter sur ces dires que vous dites de la part du président de la CENI? Tout d'abord, je vais vous dire que ce président de la CENI est toujours en place. Le même personnel qui a exécuté la fraude massive insensée en 2023, ce même dispositif existe toujours. Il est toujours en place. Et les députés ne peuvent rien faire parce que les députés sont divisés en deux catégories. Les députés du pouvoir qui sont des marchands et qui ont des NIF, des registres de commerce, et qui sont là-bas pour marchander leur position avec le gouvernement en contrepartie de prébendes, de marchés opaques et juteux et de privilèges. Donc c'est la majorité écrasante. Les députés de l'opposition sont une minorité, très très faible minorité, et ils sont liés de plus par le règlement intérieur du Parlement qui a été corsé et qui a privé les députés de l'opposition de toute possibilité de mettre en œuvre une loi ou une commission d'enquête. Alors, comme en 2019, ce sera ma dernière question, pensez-vous qu'il, comme vous l'avez pensé pour 2019, qu'il faut obligatoirement un deuxième tour pour cette élection présidentielle 2024? Non, moi je pense que en 2024, vu la déception large des populations, toute ethnie confondue, tout milieu confondu, vu l'appauvrissement accéléré, vu les chantiers de la fraude, de la contrefaçon, du vol, du pillage, de la corruption, ouverts au grand jour par le pouvoir dans tous les départements de l'État, vu le manque de réalisation des engagements du pouvoir que le pouvoir s'est engagé à faire en 2019, pendant les élections. Vu tout ceci, vu aussi l'élargissement très significatif de la base de Biram Dabed, du candidat Biram Dabed, dont la candidature est rejointe par beaucoup de partis, de mouvements, d'associations, de courants, de personnalités que vous avez vues. Donc, des mouvements, des partis, des personnalités, des associations, des corporations qui étaient très efficaces dans les campagnes adverses de la campagne de Biram en 2019. Vu tout ceci, nous, on va passer au premier tour.
Merci Biram David de nous avoir accordé cette interview. Je ne pourrais finir sans vous demander quand même une question. Un aspect positif de la présidence d'Abbas Ouani sur son quinquennat. 2 lois qu'il a fait grâce à ce que nous, on a fait comme dialogue avec lui et à cause duquel nous étions vilipendés par les mauvaises langues. La loi sur les associations qui sont maintenant dans le système déclaratif. Il n'y a plus d'organisations non reconnues, d'organisations interdites. Il n'y a plus de procès qui intentés contre les gens de Hira, qui sont condamnés lourdement parce qu'ils ont participé, ils ont adhéré dans une organisation non reconnue. Ensuite, la loi sur la double nationalité, qui a permis vraiment d'ouvrir les portes d'une prison pernicieuse dans laquelle étaient confinées nos populations rapatriées, qui avaient vraiment des difficultés quand ils perdent leur nationalité mauritanienne parce qu'ils ont obtenu une nationalité étrangère. C'était vraiment une crucifixion de notre diaspora et de nos compatriotes expatriés. Et je pense que c'est positif, ces 2 lois que Qazouani a fait. Et je pense que ça fait partie du prix que nous avons récolté de notre apaisement avec Qazouani. Mais c'est pas seulement... il y en a plus. En tout cas, merci beaucoup. Merci à ces militants assez sages et assez respectueux, en tout cas, de nous avoir permis également d'organiser cette interview ici. Monsieur Biram David, je vous souhaite une très belle campagne et je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci.